En tout cas, ça fait plaisir de voir du monde, pour moi qui travaille seul. J'ai vu mes agriculteurs sur le terrain, mais avoir une réunion comme ça, très peu, même quelques formations, on était dans des espaces assez grands, toujours masqués. Et aujourd'hui, je vais essayer de parler sans masque, je vais essayer de récupérer cette, on va dire, cette habitude. Donc, j'y appuie. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis... Merci Valkis. Pour autre chose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc Gilly, je suis le fondateur, créateur multifonction de Agririg, pour agriculture et irrigation. J'ai créé la société en 2013, en parallèle à mon activité chez ITK, Montpellier. J'ai fait tout mon cursus en Espagne et je suis spécialisé en irrigation de précision, principalement sur la vigne, les oliviers, les chênes truffiers et les aspergerets. J'ai créé cette société en fait pour pouvoir faire vraiment ce que je souhaitais. Je viens du monde de la recherche, mais on a toujours certaines limitations. Et le conseil en irrigation, on va dire que ça a été l'année dernière impacté, pas seulement par le bouton, il y a trop de boutons sur ce truc. Ah. Mais il y en a plusieurs boutons sur la... Moi je ne suis pas du tout technologique et je suis sur le terrain. Je les passe. Merci Valkis. Donc moi j'ai eu 3 impacts l'année dernière. Le premier, ça a été le gel. En viticulture, dans le Gard, je suis dans le Gard, mais je travaille du Var jusqu'en Castilla-La Mancha. On a pris le gel, déjà ça a calmé pas mal de monde. Malheureusement, le gel c'est toujours très impactant dès le départ. On a de la chance que certaines variétés ont pu reprendre, on a eu de très belles productions. J'ai même un viticulteur qui m'a dit, Marc, si les gens qui me voient et qui m'ont vu, ils vont nous prendre pour des fous parce qu'on n'a jamais eu une récolte si belle, tant mieux pour lui. Ensuite, on a eu la pluie. On va dire que toutes les pluies du mois de mars-avril, je vois mes demandes, ça commence à monter, il pleut, ça s'arrête. Puis il y a eu le Covid. Alors, le Covid, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, les agriculteurs, ils n'ont pas arrêté de travailler. Ils étaient toujours sur le tracteur, ils ont fait des traitements. C'est pas parce qu'on a eu une pandémie que les agriculteurs ont arrêté de travailler. Moi, j'habite dans un petit village. Tous mes collègues agriculteurs ont continué à travailler. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser mourir leurs animaux, ils ne peuvent pas laisser mourir leurs plantes, donc il a fallu quand même les accompagner là-dessus. Ça a eu un impact, pour moi, économique direct à partir du mois de juin. Au mois de juin, je travaille beaucoup en Catalogne, restaurants pratiquement tous fermés, très peu de déplacements. Les viticulteurs, enfin les caves particulières, n'ont plus vendu de vin. Ils avaient de grosses difficultés à écouler leur stock. Donc, le premier qui a sauté, c'est la ligne conseil en irrigation. Il a plu en avril, on ne vend plus rien. Marc, tu restes chez toi, on n'a plus besoin de toi. Ça, je le comprends très bien. C'est quel bouton qu'il faut appuyer? Là. Celui-là? Alors, je gère. Voilà. Donc, pour moi, il y a eu un impact. Mais dès le départ, au mois de mars, j'ai décidé d'économiser, on va dire. J'ai créé ma société, donc c'est un petit peu mon bébé, on va dire, j'y fais très attention. C'est mon plaisir aussi de me lever tous les matins, de pouvoir penser que je vais pouvoir travailler. Le gros avantage, c'est que je n'ai pas d'employé, je n'ai pas de chef non plus, je n'ai pas d'employé, ça c'est important. Et ensuite, je n'ai pas de charge familiale qui me coûte énormément d'argent, donc c'est parfait. J'ai essayé d'économiser, donc je suis resté en 2020 7 mois sans salaire. Je n'ai pas eu droit au chômage. J'ai eu à peu près 4 000 € d'aide de la part du gouvernement et de la région. C'est pas mal, hein. Ça permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards à certains moments. Je voyageais beaucoup du Var jusqu'en Castilla-La Mancha, donc j'étais habitué à faire beaucoup d'hôtels, beaucoup de restaurants. Tout ça, ça s'est arrêté à la fois parce que les clients ont disparu, mais aussi parce que j'ai essayé de regrouper. Et des fois, il y avait des matinées, en été surtout, ça commençait à 1h, 2h du matin, je partais de la maison, j'allais faire mes mesures de chambre à pression sur le terrain. Et ensuite, je faisais des visites de parcelles. Et au lieu d'en faire pour être à la maison à 15h, je continuais toute la journée et je rentrais à 23h. Bon, quand on est, on va dire, la personne responsable de sa société, c'est la motivation. Hein, on a parlé de la motivation, moi, à mon niveau, c'était assez simple. J'ai fait un gel de tous mes achats. Alors, les achats, pour moi, c'est stations météo qui viennent de sortir sur le marché, des capteurs, des sondes, des trucs comme ça, que j'aime bien tester pour ensuite pouvoir conseiller les agriculteurs ce qu'ils veulent utiliser.
Je ne vends pas de matériel, j'en utilise beaucoup, j'en achète beaucoup. Donc l'année dernière, j'ai fait un gros gel là-dessus. Et ensuite, je veux dire quand même un grand merci à Vinceo, parce que quand on est tout seul, quand on est obligé de faire toutes ces restrictions, c'est bien de temps en temps de parler avec Balkis, avec Dominique ou avec les autres collègues de Vinceo, parce que c'est un petit peu notre lien. Nous, on voit les agriculteurs. Et les agriculteurs, ils continuent à travailler. On ne se rend pas forcément compte. Moi, quand je parle d'un agriculteur, c'est un technicien d'une grosse société ou c'est un agriculteur d'une case coopérative sur son tracteur. On était à un autre niveau. On n'avait pas la connaissance que certaines grosses entreprises ici ont. Enfin, pour moi, c'est des grosses entreprises. Donc, on n'avait pas ce niveau de connaissance, mais les échanges avec Vinceo, les webinaires, toute cette partie-là était très, très importante pour nous, les petits, on va dire, sur le terrain. Donc, il y a une partie négative, mais heureusement, on a été accompagné d'un certain côté. Balkis n'a pas été la psychologue du groupe, mais elle a quand même aidé énormément à beaucoup de gens dans mon cas. Voilà, merci. Voilà. Comme elle est en train de le faire là maintenant, c'est exactement ça. Donc, à partir du mois de mars, j'ai commencé un petit peu à réfléchir. Oh, on va avoir une année compliquée. Qu'est-ce que je peux faire? Et on en avait justement discuté au téléphone. Je me suis mis une liste de toutes les choses que j'ai en tête. Le problème, c'est que j'ai une grosse tête, j'ai beaucoup de choses à l'intérieur, mais je n'ai pas toujours le temps de les mettre en place. La première chose que je voulais faire, c'était me développer sur les réseaux sociaux. Tout le monde se met sur les réseaux sociaux. Ensuite, je voulais augmenter ma carte de formation, travailler sur de nouvelles opportunités. On m'avait appelé beaucoup sur les espaces verts, j'avais jamais eu le temps de m'y pencher. Développer des techniques, je vais en parler rapidement, et développer des outils. En fait, les réseaux sociaux, très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Vous voyez le problème que j'avais à la souris? C'était exactement pareil avec les Twitter, les Facebook, les YouTube et tout ça. C'est pas difficile de se filmer, c'est très difficile de faire un montage, c'est très difficile de se trouver intéressant face à une caméra et de se mettre en place. Donc, j'ai très vite arrêté. Augmenter la carte de formation, là oui, parce que j'avais des diapositives perdues dans tous les sens. J'ai réussi à regrouper tout ça. Maintenant, j'ai un fichier, on me demande une formation. Dans la demi-heure, je peux sortir le temps que je peux faire de formation. Donc, tout ça, c'est structuré. On va dire que ça a pris une semaine à 15 jours. Toute la partie espace vert, le Covid a eu des aspects aussi, c'est les gens sont restés chez eux. On a vu des parcs qui ont été arrosés alors qu'il venait de pleuvoir, beaucoup plus, donc les parcs qui s'arrosent en pleine, quand il a plu, c'est pas trop logique. J'ai eu beaucoup de contacts là-dessus, j'ai pu m'informer, beaucoup lire. Et maintenant, j'ai une grosse clientèle en espace vert pour certaines sociétés, donc j'ai pu développer cette partie-là. Et toute la partie de développement de techniques, ça va être... J'ai de grosses questions sur la croissance des racines en viticulture. À quel moment la racine commence à pousser, si c'est en même temps que la sortie des bourgeons, comment ça fonctionne. On a de grosses questions là-dessus. Pour la partie irrigation, c'est très important. J'ai développé des idées. Ensuite, j'ai développé des outils. Merci. Merci beaucoup. J'ai développé des outils, mais ça, c'est un autre outil que je n'ai pas développé, mais que j'ai acheté. Je l'ai acheté en fin décembre 2020, il n'est toujours pas arrivé. Hein, quand on parle des approvisionnements, en fait, c'est pour mesurer le potentiel hydrique en continu. Donc, c'était pour dire qu'au début, j'ai commencé à économiser, mais en 2020, la trésorerie, elle s'était maintenue, puis je ne m'étais pas payé, donc il y avait des sous, et j'ai commencé à dépenser. Donc, j'ai dépensé, ça, c'est un capteur de potentiel hydrique en continu. C'est pas vendu en France, c'est juste vendu aux États-Unis. J'ai réussi à l'avoir en passant par un intermédiaire en Espagne. Il doit arriver cette semaine, si tout est correct. La suivante, s'il te plaît. Merci. Et ça, c'est ce que j'ai développé cette année. J'ai fait des achats, j'ai continué mes achats. Hein. Pour une petite société comme moi, il faut penser que les capteurs qu'on a vus avant, c'est 3 000 €, l'achat direct. J'ai dépensé aussi de l'argent dans des tarières spécifiques pour faire des prélèvements racinaires pour voir à partir de quel moment vraiment les racines commencent à se développer dans le sol. Et je suis actuellement en train de travailler avec la chaire agrotique pour développer un système qui existe déjà, mais malheureusement il coûte entre 18 et 20 000 €. Moi, je n'ai pas les moyens de me le payer. Et je préfère essayer de développer quelque chose de, on va dire, peut-être beaucoup plus pratique pour moi et que je puisse revendre plus facilement à mes agriculteurs. C'est une sorte de scanner pour voir le développement racinaire. Ça s'appelle un rhizotron, mais on va dire c'est un rhizotron pas fait maison, c'est pas un DIY, je sais pas quoi, là, comme ils s'appellent les Américains, do it yourself, voilà, DIY. Ça va être fait par Agrotique, avec qui j'étais aussi en permanence en contact durant tout
tout le confinement, on va dire, ou durant toute la période voilà, toute cette pandémie. J'ai installé pas mal de tubes au début de l'année. Malheureusement, cette année, il a moins plu. Donc, pour installer des tubes, c'était plus difficile. Mais j'avais mes clients aussi qui avaient disparu parce que le Covid, il n'a pas eu l'effet juste en 2020. Hein. 2021, on continue aussi, les ventes, tout n'a pas été écoulé. Donc, voilà, merci Valkis. Juste pour résumer un petit peu ce qui s'est passé pour moi en conseil viticole au niveau du chiffre d'affaires. 2016, c'est quand j'ai arrêté ITK, j'ai commencé à partir assez rapidement. 2016, 2017, 2018, 2019, il y a eu une croissance permanente. 2020, conseil en viticulture, je suis resté juste sur des gros comptes qui avaient vraiment besoin de moi, où là je fais de l'accompagnement d'entreprise. Bon, ça permet quand même de vivre. 2021, il y a eu un autre tour de vis, parce que tout le monde n'a pas une trésorerie assez saine au niveau de ces entreprises-là. Et moi, je les comprends, je leur dis, je préfère que tu fasses, que ta société fonctionne, que m'employer moi pour rien. Par contre, je continue toujours à passer voir mes clients, mes anciens clients. On est toujours en contact. Maintenant, j'ai un peu plus de temps disponible, donc tous les 15 jours, 3 semaines, soit c'est un coup de fil, soit c'est une visite sur le terrain. Et pour 2022, avec ce que j'ai mis en place, au niveau du Rhizotron, je pense que ça peut avoir un impact, mais aussi tout ce qui a été développé, le fait d'accompagner les agriculteurs, d'être présent avec eux. Il y en a quand même qui le disent, hein, que ouais, on a vu les gars de Fraissinet, on a pu parler avec ces gens-là, on a vu d'autres, les fournisseurs en irrigation. Moi, comme je suis indépendant, je ne vends pas de matériel, les agriculteurs me parlent de tout ça. On a cette relation. Ils se rendent compte qu'il y a eu des efforts faits à certains niveaux. Ils se rendent aussi compte de ceux qui n'ont pas fait d'efforts. Ceux qui n'ont pas fait d'efforts, qui n'ont pas eu d'explication, on peut le dire, ben voilà, j'ai eu du retard, je ne suis pas livré. En ce moment, on a des pénuries de pièces. Sur les premiers traitements, ça a été la cata. Pénurie de personnel, des tractoristes, si je savais conduire un tracteur, j'aurais déjà changé 4 fois de boîte parce qu'on en cherche de partout. Donc, voilà, c'est un petit peu les perspectives en conseil viticole pour 2022. Si tu veux passer à la dernière. Et en fait, moi, 2020, ça a été une année différente. Ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fallu que je m'adapte. Mais je suis resté dans ce que je voulais faire. J'ai pu rester dans... Vraiment, mon objectif, c'était du conseil utile. Quand je vais voir un agriculteur, il faut que quand je reparte de la journée que j'ai passée avec lui, il faut qu'il en ait quelque chose de positif. Ça a été très formateur à la fois pour moi, mais aussi pour les agriculteurs. J'ai fait encore plus de formations cette année. Avec le masque, des fois c'était en extérieur, on était 2-3 personnes. J'ai baissé les tarifs juste pour pouvoir faire ça avec eux. Ils ont pu faire de la formation parce que c'est en partie subventionné, donc ça avait beaucoup moins d'impact sur leur trésorerie. Pour moi, c'est resté rentable. Hein, je n'ai pas perdu la tête non plus. Et je me suis toujours fait plaisir. Quand j'ai créé Agiric, il faut penser à ça. Hein. Moi, j'ai créé ma société pour prendre du plaisir en travaillant. Le matin, il n'y a rien de mieux que... Ah ben là, ce matin, je me suis levé à 5 heures. Je envoie mes mails, et puis après, j'avais 3 heures de route parce que j'étais en Espagne. Et où je vais, je vais travailler, mais je suis content parce qu'aujourd'hui, ça va être une journée différente. Je vois les collègues de Vinceo, de Cluster Provence Rosé. 2020, ça a été différent, mais ça n'a pas été traumatisant. Je pense que ça, c'est un point très positif. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Méfiez-vous, j'en ai une. Ah, je la poserai quand même peut-être. Merci Marc pour ton intervention. Moi, ma question, elle porte sur la reprise du marché et de la demande des vignerons. Est-ce que tu as des perspectives en fait sur des contrats qui vont se rouvrir ou comment est-ce que tes clients voient la chose dans les mois à venir? Ça dépend des endroits, on va dire, parce que là, pour l'instant, tout est vert, tout est beau. Je pense que je vais avoir beaucoup d'appels dans 15 jours, 3 semaines. Parce que les réserves en eau dans le sol sont très vastes. Et donc, moi, je dépends énormément de l'eau dans le sol. Ensuite, au niveau économique, ça dépend des endroits. En Espagne, c'est encore le statu quo. Ils n'ont pas eu de gel, ils n'ont pas eu de problèmes spécifiques, mais l'économie n'est pas repartie. Je pensais qu'en France, on est privilégié par rapport à notre pays voisin, chez qui je travaillais beaucoup.
Par ici, on va voir. Les gens, ils sont un petit peu frileux. Et en plus, moi, je renouvelle mes clients tous les 2-3 ans. En fait, je travaille avec eux pendant 2 ans, 3 ans. Ensuite, ils sont formés et ils passent à autre chose. Là, c'est pour ça que j'ai développé le Rhizotron, pour aller voir justement mes anciens clients, pour leur proposer quelque chose de nouveau, travailler dessus. J'ai pas trop de vision si la clientèle va repartir en pleine croissance. Moi, c'est triste à dire, mais si on a une sécheresse à partir du mois de février jusqu'au 15 juin, je suis le plus heureux des hommes. Là, cette année, ça n'a pas été le cas. On a repris de la pluie. Et puis économiquement, tous ne sont pas... J'en ai quelques-uns qui me maintiennent, chez qui j'ouvre et je ferme l'irrigation à distance, on va dire. Mais après, d'autres, ils ont bien dit clairement, on va attendre 2022, peut-être. 2021, j'ai 3 gros clients qui ont arrêté. Parce qu'ils étaient formés, je le comprends aussi. Ça veut dire que je fais mon job aussi. Le but du jeu, c'est que je rentre avec un client, 2 ans, 3 ans, ils sont formés, ils sachent faire la maintenance de son système et faire l'irrigation d'une manière correcte. Économiquement, ils ont eu des difficultés, mais ce n'est pas forcément ce qui les a arrêtés. Au début, ça a été la peur, savoir le futur, mais là, cette année, c'est pas... Donc 2022, je ne peux pas te dire. Ok, merci. D'autres questions ? Je n'ai pas besoin du micro. Justement, ta vision, est-ce que tu penses que l'irrigation est en train de se développer aujourd'hui ou l'irrigation est en déclin chez les agriculteurs? L'irrigation est en train d'exploser. D'accord. L'irrigation est en train d'exploser. Tu sens les collectivités qui sont participatives de ça, parce qu'on a toujours sur les problèmes justement de capter l'eau, de pouvoir après la diriger vers les bons endroits. Et enfin, aujourd'hui, qui voient beaucoup les collectivités, on ne sait pas trop s'ils sont partie prenante et autres. Donc, ton retour d'expérience par rapport à ça? Mon retour d'expérience, c'est qu'il y a une grosse demande. En fait, il faut prendre l'irrigation comme une assurance. Il ne faut pas le prendre comme on va exploser nos rendements. On va prendre l'irrigation comme une assurance, comme ils le font en Espagne. En Espagne, on continue à développer des réseaux hydriques d'apport d'eau à certains endroits pour déjà éviter une dépopulation. Maintenir des cultures, parce que si on n'a plus de culture, on a d'autres risques associés. En France, on fait à l'envers. En France, on a beaucoup d'eau, on l'utilise très mal, et on est contre son utilisation en agriculture. Parce que dès que quelqu'un voit un asperceur, ah ouais, mais lui, c'est un agriculteur. Enfin, déjà, être agriculteur aujourd'hui, il faut les féliciter, parce que moi, j'ai des collègues, les gens, ils s'arrêtent sur le bord de la route, et ils vont les engueuler parce qu'ils ont un appareil, alors qu'ils sont en bio, ils sont en biodynamique, ils se font quand même engueuler. Donc, si vous mettez du goutte à goutte, si vous avez des asperceurs, c'est très mal vu. C'est dommage, parce que c'est très mal compris par la société. Mais il y a un gros développement en agriculture, en espace vert. Espace vert, je n'étais pas du tout conscient, mais là, ça fait 2 ans que je suis en pleine dedans et ça se développe. Et quand on voit qu'en espace vert, ils utilisent de l'eau de ville traitée, on devrait boire, et après ils tapent sur la gueule des agriculteurs, c'est, on va dire, je suis désolé, mais c'est les mêmes bobos, quoi. C'est ceux qui habitent un bel appartement, partent directement chez eux, pour peut-être aller jouer au golf ou amener l'enfant dans un parc, il faut que tout soit vert, que tout soit propre. Donc l'irrigation est en train de se développer, on est de plus en plus précis, les agriculteurs sont de plus en plus conscients de l'importance de l'eau et de sa sauvegarde et à quel moment il faut l'utiliser. Moi je fais beaucoup de formations là-dessus, il y a de plus en plus de formations là-dessus, justement pour une bonne utilisation. Donc ça va aller en augmentant, à la fois les installations, les améliorations d'installations. Par contre, les pouvoirs publics, je ne sais pas s'ils en sont toujours très, très, très conscients de ça. Parce que le poids de l'agriculteur qui veut de l'arrosage, de l'irrigation, n'est pas toujours écouté. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir par rapport justement à l'Espagne, puisque vous avez quand même pas mal de relations avec justement le monde agricole espagnol, et on connaît actuellement la problématique justement de l'hyperculture au niveau espagnol et la problématique hydrique. Comment ils évoluent eux-mêmes par rapport à cette situation, vu les problèmes justement d'eau qu'ils commencent quand même à avoir, et versus ce que nous pouvons faire également aussi de notre côté. Parce qu'à un moment donné, on va devoir quand même nous-mêmes, ils ne pourront pas arroser, ils ne pourront pas en tout cas distribuer autant de produits agricoles au niveau européen. À un moment donné, ils vont certainement se recentrer sur eux-mêmes et sur leur développement et leur propre agriculture pour leur propre pays. Et comment nous, on va devoir évoluer par rapport à ça et par rapport à la problématique hydrique.
Bon, j'ai peut-être pas la vision d'ensemble là-dessus, mais on va dire qu'à la fois en Espagne et en France, on a de grosses ressources en eau. Il ne faut pas l'oublier. Je ne parle pas des ressources souterraines, mais déjà le Rhône, si on écoute le BRL quand il nous explique la quantité d'eau qu'on pourrait utiliser, on pourrait utiliser 10% du débit du Rhône. On doit être à moins de 1% de ce qui est autorisé. Donc la quantité d'eau en France qu'on peut utiliser en irrigation elle est énorme. On doit éviter certaines bêtises, mais il faut que les pouvoirs publics se mettent en place pour faire ça. Il ne faut pas limiter un agriculteur sa quantité d'eau à apporter. Il ne faut pas dire que l'eau n'est pas bonne pour la viticulture, déjà, parce qu'on entend, et on arrête le 15 août d'irriguer. Là, il faut demander des dérogations parce qu'on est en période de non-irrigation. En Provence, je le sais bien parce que je travaille beaucoup avec les ODG pour justement développer toutes les demandes de dérogation. Et en Espagne, ils sont conscients de la problématique de l'eau. Ils y travaillent depuis plus longtemps que nous. Ils travaillent beaucoup sur la qualité des eaux, parce qu'en fait, ils réutilisent pas mal d'eau. Il y a toute la zone d'Almeria, toutes les grandes serres, tout ça, et ils réutilisent les eaux. J'ai travaillé beaucoup en Castilla-La Mancha, où là, ils continuent à développer des réseaux d'irrigation sous pression pour utiliser moins d'eau, parce qu'avant, c'était encore l'irrigation par inondation ou à l'arrêt, directement. Et là, ils sont en train de limiter la quantité d'eau applicable. Il y a du pompage en phréatique, en nappe phréatique, il y a de plus en plus de contrôles, mais ils sont en train aussi de faire augmenter le prix de l'eau. Donc il y a des contrôles à différents niveaux, mais en Espagne, c'est normal d'irriguer. Puis ils ont accès au stockage aussi, alors que nous, c'est très mal vu, c'est silence. Oui, après, on comprend que le tissu agricole est important. On va dire qu'ils ont peut-être 2 générations de retard par rapport à nous entre les enfants qui travaillent et les parents qui sont agriculteurs, ou les grands-parents qui sont agriculteurs. Nous, il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent plus que leurs parents étaient agriculteurs. Dans leur famille, il y a eu des agriculteurs. Donc cette notion-là, on l'a perdue. C'est pour ça on va dire qu'il y a ce clivage à certains endroits. Mais le sujet est très très complexe, parce que d'une zone à une autre, c'est totalement différent. Autre question? Bon, juste, parce que je vais quand même poser, mais en même temps, je vais changer la diapositive et je vais inviter Bruno de Stick Image à s'exprimer. Qu'est-ce qui t'a été utile dans le réseau? Qu'est-ce qui t'a été vital, on va dire, dans le réseau Vinceo, comme info, comme fonctionnement? Parce que bon, c'est quand même bon à prendre pour d'autres éventualités. Alors, vital à rien, hein, mais utile, on va dire, c'est le fait d'échanger, d'avoir de temps en temps des webinaires, juste le fait de faire une réunion en visio avec des gens du même secteur où on ne va pas forcément chercher à vendre, on ne va pas forcément chercher à trouver un nouveau marché, ça c'était très intéressant. Et puis ouais, tu peux trouver quelqu'un, parler beaucoup avec les gens de Freycinet ou d'Aquadoc, on parle toujours de Vinceo, qu'est-ce qui va se passer, comment on va en faire dans le futur, quoi. Le fait d'avoir un réseau, moi j'ai vécu, quand j'ai créé la société, au départ j'étais un petit peu tout seul, hein, je connaissais Vinceo de Pariteka, et quand on crée une société, qu'on se retrouve tout seul, j'y pensais pas du tout, mais le fait de se retrouver seul, au lieu d'être au sein d'une entreprise et d'avoir des collègues avec qui échanger, je me suis rendu compte en faisant un bilan à la fin de l'année, c'était très dur. Cette année, l'année dernière, on va dire, c'était une année où une société comme la mienne aurait pu être très seule. Je n'ai jamais été seul. Parce que j'avais mes clients que j'allais voir, mais aussi il y avait le réseau. Le réseau, ça fait un peu réseaux sociaux, tout ça, je ne suis pas très bon, mais moi, le mien, ça a bien fonctionné. On va dire que c'était plus de téléphone. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Tu ne m'as pas écouté. Si, tu m'as répondu, et je t'ai écouté et j'ai tout noté. Voilà. Parce que je fais plusieurs choses en même temps. Je suis un poulpe. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Je propose à...